Avez-vous déjà soupçonné que la personne qui vous attaque le plus cache quelque chose de terrible derrière les yeux? Et si je vous dis que derrière la force qu'il apparaît, y a-t-il une faiblesse dévastatrice? Une maladie cachée qui érode non seulement le corps, mais l'âme? Aujourd'hui, vous verrez dans les coulisses du comportement de ceux qui vous poursuivent et découvrirez des vérités qui changeront la façon dont vous interprétez chaque attaque que vous recevez. Avant de continuer dans cette vidéo, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuez à obtenir du contenu qui ouvre les yeux à ce que peu ont le courage de montrer. De plus, commentez en ce moment « Je vois la vérité ». Ce commentaire est plus qu'une peine. C'est un acte de courage. C'est vous positionner contre les mensonges qui vous entourent. Et accepter qu'il y a beaucoup plus derrière ce que les yeux peuvent voir. Imaginez être devant quelqu'un qui sourit avec sympathie, mais cache une tempête interne qui menace d'exploser à tout moment. C'est le type d'ennemi le plus dangereux qui prétend être la sérénité comme un complot en silence. Le sourire qui semble calme n'est pas un signe de paix, mais d'une armure soigneusement construite pour cacher la décomposition. Ce genre de personnes réside non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes, dans une tentative désespérée de garder le contrôle d'une vie qui coule entre les doigts. Ce sont ceux qui applaudissent leur chute en public, mais implosent en silence quand personne ne voit. Derrière ce sourire se cache une force sombre, entraînée par la peur. Peur d'être découverte, de leur faiblesse exposée, que leur fragilité les rend hors de propos. C'est précisément cette vulnérabilité qui les rend obsédés par le contrôle des autres. Quand ils attaquent, ils ne le font pas seulement pour la colère, mais pour étouffer leur propre désespoir. Ils attaquent parce qu'ils estiment que le seul moyen de réaffirmer leur existence est de faire mal. Et plus ils sourient, plus ils sont proches, avec un effondrement total. Le sourire devient une menace déguisée, un masque qui crie à l'aide, mais personne n'entend. Cet ennemi souriant et silencieux vit parmi nous. C'est celui qui est le moins attendu, mais qui observe le plus. Il ne veut pas simplement détruire, veut rendre chaque geste normal, chaque manipulation semble affection. Vos armes ne sont pas visibles, ce sont des mots, des silences et une empathie apparente. Mais le look vous trompe, et si vous faites attention, vous verrez que ce sourire n'atteint pas les yeux. Parce que les yeux ne mentent pas quand l'âme est en guerre. Il y a une guerre cachée qui se passe dans le corps de ceux qui attaquent avec plus de fureur. Cette guerre est silencieuse, mais dévastatrice. C'est le corps qui se détériore, alors que l'esprit essaie de garder la façade de la force. À l'extérieur, il semble inoubliable. À l'intérieur, il ruine. Et plus le corps s'affaiblit, plus l'esprit devient fou, cherchant à compenser la perte d'agression. La maladie, qui devrait être un moment de souvenir et de réflexion, devient du carburant pour la destruction de tout autour. La douleur interne n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, psychologique, existentielle. C'est la peur de perdre le contrôle, de disparaître, de ne pas quitter le sentier. Chaque attaque, chaque mot dicté avec du poison est un reflet direct de cette douleur. Ils ne frappent pas parce qu'ils sont forts, ils battent parce qu'ils se brisent. Avec chaque attaque contre les autres, ils essaient de se réaffirmer qui ont encore du pouvoir, qui sont encore craints, qui sont toujours importants. La maladie les pousse à la limite, et à la limite, personne ne pense clairement. Ce type d'agresseur n'a pas besoin d'ennemis, il est lui-même le champ de bataille. Ce qui bouge n'est plus la raison, mais le désespoir. Et c'est dans cet état de déni qu'ils deviennent plus dangereux. Ils ne se soucient plus des conséquences, de l'éthique ou de la douleur des autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est se sentir vivant, même si cela signifie détruire tout autour de vous. Ils ne sont pas seulement malades dans le corps, ils sont infectés par le besoin même de sembler invincibles. Si jusqu'à présent, vous avez senti que ce message parlait directement à votre âme, alors écoutez attentivement. Il y a un revirement à votre vie, et ce n'est pas une coïncidence que vous regardiez cette vidéo aujourd'hui. Une nouvelle maison, une voiture zéro, une opportunité qui semblait impossible.
Tout cela s'aligne dans l'invisible de parler à sa manière. Mais pour que cette énergie continue de couler, il est essentiel d'activer la gratitude. Et une façon puissante de le faire est via le bouton « Merci » ici dans la vidéo. Si vous le pouvez, envoyez une valeur symbolique jusqu'à 100 $, comme une forme de gratitude à l'univers et en signe que vous êtes prêt à recevoir votre destination. Ce petit geste de retour peut être la clé manquante pour libérer tout ce qui est préparé pour vous. La gratitude ouvre des portes que la peur ne réaliserait jamais. Faites-le pour vous. Maintenant, il y a une fine ligne entre la douleur et la haine. Quand quelqu'un sent qu'il perd tout, santé, temps, respect, cette douleur, sinon face, se transforme. Ça devient fureur. Furie contre soi, contre les autres, contre le monde. Et puis, ce qui souffrait devient des munitions. Ces individus n'attaquent plus par la stratégie, mais sur l'impulsion. Et chaque acte violent, chaque geste cruel, est un cri déguisé en désespoir. Je n'accepte pas de perdre. Ces gens n'attaquent pas parce qu'ils veulent gagner. Ils attaquent parce qu'ils ne savent pas comment faire face à la défaite. L'échec personnel est insupportable, alors ils essaient de le transférer. Le problème n'est jamais en eux, c'est en vous, le système, dans la vie. S'ils sont malades, c'est la faute des autres. S'ils tombent, ils emmèneront autant de personnes ensemble. C'est la logique du chaos. Si je coule, personne d'autre ne flotte. Et derrière cette fureur, ce qui existe vraiment, c'est un individu écrasé par son propre réflexe, incapable de faire face à sa propre ruine. La douleur devient une arme puissante car elle est invisible. Personne ne voit ce qu'elle fait à l'intérieur. L'auteur ne saigne pas à l'extérieur, mais saigne à l'intérieur, et ce sang alimente la haine aveugle. Il refuse d'être oublié, puis crie, détruit, impose. Il n'accepte pas la décomposition, il réagit donc avec la violence. L'échec le détruit, mais la douleur de voir les autres surmonter le détruit encore plus. C'est pourquoi il essaie de se taire, efface tout espoir. Parce qu'au fond, la seule chose qui reste est le désir de voir le monde aussi brisé qu'il est. Il y a des forteresses construites non avec des briques, mais avec des mensonges. Les gens qui s'habillent de force lorsqu'ils implosent réellement à l'intérieur. Ils créent une image impénétrable de puissance, de bravoure et d'auto-épreuve, mais tout est de mise en scène. Ce sont des acteurs d'eux-mêmes, représentant une version idéalisée qui n'a jamais vraiment existé. Le problème est que la maintenance de cette pièce nécessite une énergie non durable, et lorsque la scène s'effondre, la ruine est catastrophique. Ces individus prétendent tellement qu'ils croient en leur propre ferme. Mais le corps ne ment pas. L'âme ne soutient pas longtemps les illusions, et lorsque la maladie arrive, elle nécessite la vérité. Mais comment quelqu'un qui vit sur des mensonges acceptera-t-il d'être considéré comme fragile? La réponse est simple. Elle n'accepte pas. Et donc, ces gens deviennent encore plus difficiles, encore plus autoritaires, encore plus hostiles. Ils écrasent une guerre contre la vérité, et chaque fois que quelqu'un essaie de se rapprocher, ils attaquent. La force qu'ils démontrent est un bouclier contre l'humiliation, un mécanisme de survie. Ils ont besoin de sembler insabalisables, car ils ne peuvent pas être considérés comme des humains. Mais personne n'est fort tout le temps. Personne n'est à l'abri de l'automne. Et plus ils prétendent, plus ils deviennent épuisés. L'effondrement n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et quand cela se produit, il détruit tout autour, parce qu'ils ne se protégeaient pas seulement. Ils trompaient tout le monde autour d'eux, et la vérité, quand elle arrivera, charge beaucoup. Le désespoir est une force brutale. Ils ne pensent pas, ne calculent pas, ne pardonnent pas. C'est une impulsion primitive qui prend le contrôle de ceux qui se sentent piégés. Lorsque quelqu'un cache une maladie dévastatrice, ce désespoir prend forme d'attaque. Ils ne réagissent pas seulement au monde, ils réagissent au temps même qu'ils s'épuisent. Chaque geste agressif, chaque stratégie folle est une tentative de dire « je suis toujours là », même si cela signifie traîner les autres dans l'abîme. L'attaque devient le seul mouvement possible parce que s'arrêter fait plus mal.
Ils n'ont plus de place pour des plans à long terme, ni espèrent reconstruire. Ils vivent en mode urgent, comme si la minute suivante était la dernière. Et quand vous vivez comme ça, tout devient une arme. Le look, le mot, le silence. Tout peut être manipulé pour maintenir le contrôle. C'est le genre de personne qui n'a plus peur de perdre parce que vous sentez que vous avez tout perdu. Ce genre de désespoir génère des monstres. Pas de monstres classiques avec des griffes et des proies, mais des gens ordinaires qui ont perdu la limite entre la douleur et la destruction. Ils justifient chaque agression comme une défense, mais ils crient simplement de l'aide d'une manière que personne ne peut interpréter. Et le plus triste, c'est que, au fond, tout ce qu'ils voulaient, c'était de ne pas être dans cet endroit. Mais maintenant qu'ils le sont, ils n'ont pas l'intention de sortir seuls. L'attaque est devenue un mode de vie, et la survie est devenue synonyme de domination. Lorsque la vérité commence à s'approcher, certains ne sont pas confrontés, ils redirigent. Et l'une des tactiques les plus ingénieuses et les plus méchantes est de transformer la douleur elle-même en distraction. L'agresseur, une fois exposé ou proche d'être, commence à s'habiller en tant que victime. La maladie, autrefois cachée avec des dents et des ongles, est affichée sélectivement à des moments où il peut générer de la sympathie. Ce n'est pas un appel sincère à l'aide, c'est une pièce. C'est la manipulation de l'empathie des autres pour cacher leurs propres défauts. Ainsi, l'accent est mis de vos erreurs et se tourne vers votre état. C'est un plan de récit chirurgical planifié. Ce comportement est efficace car il atteint l'émotionnel de ceux qui observent. Après tout, qui oserait charger quelqu'un qui est visiblement fragile? Mais cette fragilité est soigneusement dosée, illustrée seulement assez pour avoir un impact, pour ne jamais humaniser. L'agresseur veut de la piété mais pas de la rédemption. Je veux de la compassion, mais elles ne guérissent pas. Il ne veut pas se reconstruire, couvrir simplement ce qu'il a fait. Pire, lorsqu'il assume le rôle de la victime, il commence à inverser les papiers. Ceux qui étaient au-delà sont considérés comme cruels pour ne pas comprendre la souffrance de l'autre. C'est une stratégie qui confond, qui fait taire, qui paralyse. Ce rideau de fumée émotionnelle est si dense que beaucoup s'y perdent. L'auteur n'a plus besoin de cacher la maladie, il le transforme en bouclier. Et ce bouclier le protège des responsabilités, des critiques, des conséquences. Mais l'emprisonne aussi. Parce que lorsque vous utilisez votre douleur comme manipulation, il est de plus en plus éloigné de la vérité. Il devient un personnage dans un récit où il n'y a plus d'espace pour une réelle rédemption, uniquement pour le contrôle théâtral des émotions des autres. Peu de choses consomment autant que l'envie. Et lorsque cette envie est alimentée par une maladie cachée, elle se transforme en une flamme qui ne s'éteint pas. Elle n'augmente que. L'agresseur regarde autour de lui et voit les gens vivre, créer, prospérer, car il sent sa vitalité s'écouler. Il n'envie pas seulement ce que les autres ont, mais ce qu'il ressent est de perdre. Le temps, l'énergie, les jeunes, l'impact. Cette perception d'une perte constante génère un ressentiment acide profond qui contamine vos pensées et vos attitudes. Il n'est pas plus que de vouloir gagner, il s'agit d'empêcher les autres de briller. La cible préférée de ce type d'agresseur est toujours celle qui semble les plus vivantes, parce que chaque victoire dont il est témoin est un rappel cruel de ce qui disparaît dans sa propre vie. La maladie rend l'envie plus aiguë, plus immédiate, plus cruelle. Il ne cherche plus de guérison, cherche une comparaison. Et dans cette comparaison constante, il décide d'attaquer, parce que s'il ne peut plus conquérir, il peut détruire. C'est une tentative irrationnelle de niveler, si je ne peux pas avoir, personne n'en aura. Et dans cette logique malade, il coupe tout autour de lui comme s'il effaçait sa douleur. Ce que cet agresseur ne réalise pas, c'est que l'envie ne guérit pas. Il approfondit la douleur. Plus il essaie de détruire ce qui le dérange, plus il rencontre le vide. Il se sent. Il s'agit d'un cycle autodestructif où la rage alimente les maladies et les aliments pour aliments. Il devient esclave de ce qu'il déteste le plus, la vitalité des autres. Et dans cette haine silencieuse, elle s'efface, une étincelle à la fois. Il y a une peur qui surmonte celle de la mort, celle d'être oublié.
Pour l'agresseur malade, cette peur devient viscérale. Il sent son influence s'écouler comme du sable entre ses doigts. Le respect qu'il avait déjà commencé à s'estomper et la non-pertinence s'approchent du nombre inévitable. Au lieu de traiter cela avec la dignité ou l'introspection, il réagit avec la violence symbolique. Chaque attaque est une tentative d'imprimer sa marque dans le monde. Peu importe que cette marque soit faite de douleur, l'important est qu'il est indélébile. Ce type de comportement est dangereux car il transforme l'agresseur en architecte du chaos. Il ne se soucie plus de la qualité de sa mémoire, seulement sa permanence. Si vous ne pouvez pas vous souvenir du bien, vous vous souviendrez des dommages. Et donc cela commence à construire un héritage de ruines, de relations brisées, de cicatrices émotionnelles. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'en essayant d'éviter l'oubli, il confirme en fait sa perte de sens, parce que la mémoire forcée par la douleur n'est jamais noble. C'est une malédiction. La lutte contre l'oubli, lorsqu'elle est émue par la peur et non la passion, devient un spectacle pathétique. Un être humain criant dans le vide, essayant de convaincre le public qu'il est toujours sur la scène, même après que les rideaux sont déjà tombés. Il ne cherche pas de reconnaissance, mais écho. Et cet écho est construit sur la destruction. Le cri qu'il émet n'est pas pour l'aide, c'est par permanence. Mais plus il crie fort, plus il montre que le silence s'approche. Pour certains, la vie est une étape et la fin doit être théâtrale. Lorsque l'agresseur se rend compte qu'il ne peut plus maintenir des apparences, que la maladie l'a gagné en silence, il se prépare à son acte final. Mais pas un acte de rachat, un acte de ruine. Tout se transforme en tactique. Les conflits qui commencent, les anneaux qu'il casse, les scandales qu'il provoque. Il n'y a plus d'innocence dans leur mouvement. Il veut que sa production soit notée. Il veut que le monde se plie avant son effondrement comme s'il s'agissait d'une tempête inévitable. Ce spectacle de chaos est froid, calculé. Cela semble impulsif, mais c'est plat. L'agresseur sait que le temps est terminé, alors jetez toutes les puces sur la table. Il devient imprévisible, dangereux, déconnecté des conséquences. Il manipule non seulement des faits, mais des émotions. Il se présente comme une victime pour certains, comme juge pour les autres et comme un martyr pour lui-même. Mais au fond, c'est juste quelqu'un qui essaie de garder le contrôle d'un script qu'il n'écrit plus. Et chaque scène qu'il crée est une autre tentative de cacher cela, en fait, a déjà perdu son protagonisme. L'acte final de ce type de personne n'est jamais silencieux. C'est un crash. Il veut laisser un vide, un gâchis, une douleur. Parce que vous croyez que plus la fin est chaotique, plus elle sera inoubliable. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le chaos n'éternalise pas, seulement les cendres réparties. Et à la fin, la mémoire restante n'est pas de sa grandeur, mais des dommages. Le spectacle du chaos est la dernière tentative de quelqu'un qui n'a pas appris que le silence peut également être un héritage, mais a choisi le bruit. Et le bruit ne construit pas de statues, juste des fantômes. Il y a des secrets si bien entretenus qu'ils font partie de l'identité. Pour l'agresseur qui cache sa maladie, cette dissimulation est devenue un pilier psychologique. Il a construit son image publique autour de la force, du contrôle, de l'auto-épuffon. Et l'idée simple que cette image est démantelée par la vérité de sa fragilité est intolérable. Pour lui, être vu est en train de mourir. Parce que les yeux des autres, une fois informés de leur maladie, deviendront un miroir, et il ne supportera pas de voir son reflet à travers les yeux des autres. Cette phobie d'exposition transforme le comportement. Il devient paranoïaque, contrôlant, suspect. Toute question devient une menace, tout geste de soin devient une invasion. Il préfère être craint d'être aidé, parce que l'aide suppose qu'il en a besoin, et il refuse d'être quelqu'un dont il a besoin. Sa forteresse émotionnelle s'est construite sur la négation, et l'admission de la maladie admet que tout était un théâtre. Et ce type d'effondrement n'est pas physique, il est existentiel. Mais plus il essaie de se cacher, plus il coule. Parce que le secret nécessite un entretien constant, et cela consomme de l'énergie, du temps et de la santé mentale.
La maladie l'a déjà affaibli, mais l'effort pour prétendre qu'il le rend encore plus vulnérable. C'est une spirale, et dans cette spirale, il commence à détruire tout ce qui peut menacer son déguisement. Personnes, relations, opportunités. Tout devient un risque, et ironiquement, plus il essaie de se cacher, plus il devient visible, parce que rien n'attire plus l'attention que quelqu'un qui essaie désespérément de ne pas être vu. Toutes les maladies ne commencent pas dans le corps. Parfois, il est né dans l'âme, silencieux, cultivé par des années de choix égoïstes, de ressentiments non résolus et de mensonges répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent des vérités. L'agresseur qui cache une maladie profonde peut être confronté à plus qu'un effondrement physique, il récolte le fruit d'une corruption interne qui a contaminé tout autour de lui. La douleur qu'il ressent ne vient pas seulement des cellules malades, mais de la culpabilité non rémunérée, les masques utilisés trop longtemps, la conscience qui crie étouffée sous des couches de fierté. La maladie, dans ce cas, n'est pas seulement une punition biologique, c'est une réflexion. Le corps se replie tandis que l'esprit se déforme, comme si l'un accompagnait l'autre lors de la marche de l'autodestruction. Il ne voit aucune différence entre la douleur physique et la douleur émotionnelle, car les deux se mélangent et se nourrissent les unes des autres. L'agresseur sent qu'il est en train de mourir, mais ce qui le corrode vraiment, c'est la partie de lui-même qui a été perdue, qui a été sacrifiée au nom de l'apparence, du contrôle, de la manipulation. Et maintenant, tout ce qui reste est une coquille empoisonnée par l'histoire elle-même, qui a décidé d'écrire. Cette corruption n'a pas de remède facile, parce qu'il nécessite plus que des médicaments. Il nécessite une confrontation avec des vérités difficiles, avec des regrets étouffés. Mais ceux qui ont vécu si longtemps se cachant ne savent plus comment exposer. Et dans cette impasse, le corps se rend, parce que le corps, contrairement à l'âme, ne ment pas si longtemps. Et quand il s'effondre, il révèle ce que l'âme a essayé de cacher tout au long d'une vie. Que le vrai poison ne vient pas de l'extérieur, mais c'était toujours à l'intérieur. Alors que le monde voit un visage ferme, peut-être même hautain, une guerre brutale se déroule dans les coulisses de l'être. Cette guerre est silencieuse, invisible aux yeux de ceux qui vivent avec l'agresseur, mais ils consomment avec la férocité d'un incendie. C'est la bataille entre ce qu'il veut montrer et ce qu'il ressent vraiment, entre le corps qui s'affaiblit et l'esprit qui refuse d'admettre la défaite. Entre le passé, il défend avec des ongles, et le cadeau qui l'oblige à changer. Dans cette guerre, il n'y a pas d'armée, seulement un homme contre lui-même. Le gros problème est que cette guerre n'a pas de témoin. Et donc, l'agresseur agit comme si rien ne se passait. Poursuit sa routine de contrôle, sa dramaturgie de pouvoir, ses attaques préventives, mais à l'intérieur, il se désintègre. Chaque geste de force apparente est un déni de l'effondrement. Et cet effondrement, même silencieux, infiltre tout. Pensée, relations, décisions. Jusqu'à ce qu'un jour, il ne puisse plus distinguer ce qui est vrai et ce qui est des performances. L'effondrement silencieux est le plus dangereux, car il n'arrive pas. Il s'installe lentement, érodant la lucidité, l'empathie, le discernement. L'agresseur devient erratique, imprévisible, de plus en plus agressif, car il essaie de noyer sa propre chute. Et quand finalement la guerre interne atteint le pic, il n'y a pas de retour. Le monde découvre trop tard que cette force incassable n'était qu'un rideau cachant des ruines. Et puis, il n'y a pas de gloire, juste de la poussière. La paranoïa n'est pas née de nulle part. Il pousse dans le sol fertile des secrets, des dénis et des peurs. Pour l'agresseur malade, le temps est une menace constante. Et plus il essaie de cacher son état, plus le monde se transforme en champ de mine. Il commence à voir le danger dans chaque geste, la trahison dans chaque silence, les pièges à chaque look. Son esprit devient une bombe à temps, sur le point d'exploser face aux plus petits signes d'exposition. Et dans cet état de tension maximale, tout devient une justification pour attaquer. L'agresseur paranoïaque ne dort pas, il regarde, il joue, il fantasme. Votre esprit construit des scénarios entiers basés sur une intensité souvent irréelle, mais vécue. Il commence à se méfier du plus proche, le plus fidèle.
La maladie n'est plus seulement dans le corps, elle est désormais cognitive, émotionnelle, comportementale. Et plus il soupçonne, plus il y a d'isolat. Parce que pour lui, tout le monde le sait, tout le monde voit ce qu'il essaie de se cacher, et la peur d'être démasqué surmonte la peur de la mort elle-même. Cette pompe, une fois armée, n'est pas facilement désarmée. Il accumule la tension au point de rupture. Et lorsque vous explosez, vous ne choisissez pas les cibles. Amis, partenaires, membres de la famille, tous ont vu des ennemis potentiels. L'agresseur agit avec une fureur disproportionnée. Non pas parce qu'il déteste, mais parce qu'il craint. Il n'essaie pas de dominer. Il essaie de survivre à la panique interne. Mais dans le processus, il détruit tout. Et à la fin, ce qui reste, c'est le silence de ceux qui ont essayé de trop se cacher et ont fini par imploser pour ne plus pouvoir soutenir leurs propres mensonges. Chaque histoire construite sur des mensonges a une fin. Et le moment où la vérité apparaît, c'est comme le point culminant inévitable d'une tragédie. Pour l'agresseur qui a caché sa maladie avec une telle obsession, la révélation est le point de rupture définitif. Le masque, maintenu avec tant d'efforts, tombe enfin. Et ce qu'il révèle n'est pas seulement un corps malade, mais une vendeuse, une vie de manipulation, un héritage marqué par le déni. Le jeu change parce que tout le monde voit ce qu'il craignait le plus, son humanité blessée. La réaction à cette exposition peut suivre deux chemins. Pour certains, c'est la fin. L'effondrement psychologique est si grand qu'ils disparaissent simplement. Embarrassés, vaincus, perdus. Pour d'autres, cependant, c'est le signe que la dernière bataille est arrivée. Ils replient l'intensité, augmentent le volume, essaient d'effacer leur vérité avec le chaos. Mais le monde a vu. Et une fois vu, le déguisement ne revient pas. Maintenant, tout ce qu'ils font semble désespérément tenter de garder une arnaque en vie. Le pouvoir s'échappe, la peur prend le dessus, et le cycle se ferme. La révélation finale ne détruit pas seulement l'image, il détruit l'illusion. Et c'est la plus grande perte de tous, parce que si le secret était caché, il y avait encore une chance de reconstruction. Sauvetage. Mais quand tout apparaît, lorsque la scène s'effondre, il ne reste que les décombres. Et dans ce scénario, l'histoire de l'agresseur n'est pas racontée par les actes qu'il voulait montrer, mais pour les ruines qu'il a laissées. Et l'écho de cette révélation continuera de se répercuter longtemps après la fin.